Je m'appelle Séraphine Lacroix et je suis une millionnaire qui a bâti sa fortune. Seule, mais personne à mon mariage ne le savait. Ni ma famille, ni les invités. Et certainement pas l'homme qui m'attendait devant l'hôtel, car j'avais appris une leçon douloureuse bien avant ce jour. L'argent peut vous offrir le monde. Mais il ne peut pas vous offrir la vérité sur le cœur d'une personne. Alors, avant de dire « oui », j'ai décidé de tout cacher. Chaque euro, chaque actif, chaque trace de la vie que j'avais bâtie à la sueur de mon front. Je suis entré dans cette église en ressemblant à une femme qui n'avait rien, et je l'ai fait. Intentionnellement, car j'avais besoin de savoir une chose avant qu'il ne soit trop tard. M'aimerait-il encore si j'étais pauvre? La réponse a failli m'anéantir, mais la suite des événements, je ne l'avais jamais vu venir. Avant que je ne vous raconte ce qui s'est passé devant cet hôtel, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Maintenant, laissez-moi reprendre tout depuis le début. J'ai grandi dans un milieu très aisé. Mes parents étaient riches. Très riches. Le genre de richesse qui change la voix des gens quand ils vous parlent. Plus forte, plus suave, plus désespérée de plaire. Même enfant, je le remarquais. La façon dont nos gouvernantes nous souriaient différemment de la manière dont elles se souriaient entre elles. La façon dont les associés de mon père riaient à ces blagues comme si leur vie en dépendait. La façon dont les amis de ma mère complimentaient ses bijoux en premier, avant de demander comment c'était passer sa journée. C'était toujours l'argent qui comptait, jamais nous. Je me souviens d'être assise dans notre jardin quand j'avais 12 ans. Mon père venait de conclure un contrat de plusieurs millions. Il est rentré avec des cadeaux pour tout le monde. Des robes neuves pour ma mère, une nouvelle tablette pour moi, mais ma mère ne l'a pas embrassé. Elle a demandé à combien s'élevait le contrat, et ce moment est resté gravé en moi. Non pas parce que je lui en voulais, mais parce que j'avais compris le système. Même l'amour de mes parents était façonné par la richesse. Même leur mariage avait été bâti sur quelque chose qui pouvait disparaître. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse silencieuse. Un jour, je bâtirai ma propre fortune et je trouverai quelqu'un qui m'aimerait sans aucune condition. Pas d'argent, pas de statut, pas de calcul caché, juste moi. Les années ont passé. J'ai étudié plus dur que n'importe qui. Pendant que les autres jeunes héritiers faisaient la fête et voyageaient, je lisais des rapports financiers. Pendant que mes amis postaient des photos de vacances, j'apprenais à investir. Je n'ai pas touché à l'argent de ma famille. Je voulais prouver quelque chose à moi-même. J'ai commencé petit. Une micro-entreprise en ligne, puis une autre, puis un investissement dans un projet auquel personne ne croyait. Un échec après l'autre, une leçon après l'autre, de longues nuits blanches, des week-ends sans repos, des années sans vacances. Et puis, ça a fonctionné. À 28 ans, j'avais bâti une entreprise pesant des millions. Pas d'héritage, pas de cadeau, tout bâti avec mon nom sur chaque document, ma sueur dans chaque brique. J'étais une millionnaire autodidacte, et pourtant, ce sentiment de vide ne me quittait jamais, car je n'avais toujours pas trouvé ce que je cherchais. Chaque homme que ma famille me présentait posait les mêmes questions. Quelle est la valorisation de ta boîte? Quels sont tes plans d'expansion? Qui gère tes actifs? Aucun ne m'a interrogé sur mes rêves. Aucun ne m'a demandé ce qui me rendait heureuse, jusqu'au jour où ma mère est venue me voir avec de l'espoir dans les yeux. Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer, m'a-t-elle dit. Elle m'a parlé de lui, Alexandre. Une famille fortunée, une entreprise florissante, une personnalité charmante. Tout ce qu'une mère peut désirer pour sa fille. J'ai accepté de le rencontrer, et quand je l'ai vu, j'ai compris pourquoi tout le monde l'aimait. Il était confiant sans être arrogant,
éloquent sans être préparé. Il écoutait quand je parlais. Il se souvenait de petits détails mentionnés des jours plus tôt. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti de l'espoir. Peut-être était-ce lui. Nous avons discuté pendant des heures. La vie, les objectifs, l'avenir. Il disait tout ce qu'il fallait, riait au bon moment. En quelques semaines, nos familles ont planifié le mariage. Tout allait si vite, trop vite. Mais j'ignorais les signes avant-coureurs parce que je voulais y croire. Le premier signe fut minime, presque invisible. Il a posé des questions sur la valorisation de mon entreprise. Une conversation normale, me disais-je. Les gens d'affaires parlent business. Puis il a recommencé, encore et encore. Chaque discussion finissait par revenir à l'argent. Combien ai-je? Qui le contrôle? Que adviendra-t-il après le mariage? J'ai essayé de l'ignorer, mais le schéma était impossible à manquer. Un soir, j'ai volontairement changé de sujet. J'ai parlé de mon désir d'une vie simple, d'une maison calme, de privilégier la paix. Au profit. Il a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. L'argent apporte la sécurité, a-t-il dit. Sans lui, la vie est dure. Ces mots étaient sensés, mais son ton était différent, plus froid. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Une question tournait en boucle, m'aime-t-il ou aime-t-il ce que je possède? Je ne voulais pas connaître la réponse, mais je ne pouvais plus faire semblant. Alors, j'ai pris une décision dangereuse, je cacherai tout et verrai ce qu'il reste. À cette époque, j'ai rencontré son frère, Daniel. Il ne pouvait pas être plus différent. Là où Alexandre était bruyant, Daniel était discret. Là où Alexandre dominait les conversations, Daniel écoutait. Là où Alexandre calculait chaque mot, Daniel parlait avec sincérité. Au début, je l'ai à peine remarqué. Il restait en retrait, n'interrompait jamais, ne cherchait pas à impressionner, mais lentement, j'ai commencé à faire attention à lui. Un après-midi, Alexandre a recommencé à parler argent, me faisant pression sur ma part d'héritage familial, ce qui me mettait mal à l'aise. Daniel est intervenu. Si elle n'en veut pas, pourquoi est-ce important? La pièce est devenue silencieuse. Alexandre semblait agacé. Ce n'est pas si simple. Daniel n'a pas argumenté. Il a juste dit, ça l'est, si tu respectes ses choix. Ce moment est resté gravé en moi, car pour la première fois, quelqu'un m'avait défendu sans rien vouloir en retour. Daniel ne connaissait pas ma fortune. Il pensait que je n'avais rien, et pourtant, il m'a soutenu. Non pas pour ce que je possédais, mais parce que c'était la chose juste à faire. J'ai poursuivi mon test. Chaque jour, je rappelais à Alexandre que je n'avais rien. Pas d'héritage. Pas d'argent familial, juste une femme simple avec des besoins simples. Au début, il faisait semblant que ça n'avait pas d'importance, mais sa patience s'effritait. Il a commencé à faire des remarques, des petites insultes déguisées. En inquiétude. Tu devrais vraiment reparler à ton père. Ce n'est pas juste que ton frère reçoive tout. Tu dois penser à notre avenir. Notre avenir, pas mon bonheur, pas ma paix. Notre richesse future. Un soir, il n'a plus caché ses intentions, on ne peut pas vivre comme ça, a-t-il déclaré. Je ne peux pas épouser quelqu'un qui n'a rien. Je l'ai regardé calmement. Alors ne le fais pas. Il s'est figé. Un instant, il a eu l'air effrayé, puis en colère, puis froid. Tu es déraisonnable, a-t-il dit. Mais je n'étais pas déraisonnable. Je voyais clair pour la première fois. L'homme que j'allais épouser ne voulait pas de moi. Il voulait un compte en banque avec une alliance. Pendant ce temps,
Daniel ne changeait pas. Il me traitait de la même façon, que nous soyons seuls. Ou entourés de monde. Il demandait comment s'était passée ma journée, pas quelle était ma valeur nette. Il me faisait rire sans chercher à m'impressionner, et, quelque part au fond de moi, j'ai commencé à les comparer. Un homme qui voulait tout ce que j'avais, et un homme qui ne voulait rien d'autre que mon bonheur. Le jour du mariage est arrivé plus vite que prévu. La salle était parfaite. Des fleurs partout, de la musique, des centaines de visages souriants. Tout ressemblait à un conte de fées, mais en moi, c'était la tempête. Je me suis regardé dans le miroir. Robe blanche, maquillage parfait, expression calme. Mais mes yeux racontaient une autre histoire. Faisais-je la plus grosse erreur de ma vie? La cérémonie a commencé. J'ai remonté l'allée. Tout le monde souriait. Ma mère versait des larmes de joie. Alexandre se tenait à l'autel. L'air séduisant et confiant. Un instant, j'ai presque cru que tout irait bien. Puis, j'ai plongé mon regard dans ses yeux et je l'ai vu à nouveau. Pas d'amour. Pas de chaleur, mais du calcul. Il ne regardait pas sa mariée. Il regardait son futur compte en banque. Et à cet instant, mon doute s'est envolé. Je savais que, quoi qu'il arrive, je n'ignorerais pas la vérité. Les rituels ont suivi. Étape par étape, nous approchions du moment final, et là, juste avant que tout ne soit scellé, Alexandre a levé la main. Je dois dire quelque chose, a-t-il lancé. La musique s'est arrêtée. La salle est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers lui. Il se tenait là, calme, comme s'il attendait ce moment. Je ne peux pas épouser cette femme, a-t-il dit. Une vague de murmures a balayé la salle. Choc, confusion, incrédulité. Ma mère s'est levée. Que dis-tu là? Alexandre ne l'a pas regardé. Ses yeux restaient fixés sur la foule. On nous a dit qu'elle était fortunée, a-t-il poursuivi, mais la vérité, c'est qu'elle n'a rien. Il a marqué une pause, puis sa voix est devenue cruelle. Je ne passerai pas ma vie avec une mendiante. Le mot a flotté dans l'air comme un poison. Quelqu'un a ri, puis d'autres ont suivi. Les murmures sont devenus des éclats de voix. Les gens parlaient, jugeaient, montraient du doigt. Est-ce vrai? Elle n'est pas riche. Mon père a tenté de s'avancer, la colère au visage, mais avant qu'il ne puisse parler, Alexandre a repris, je ne peux pas épouser quelqu'un comme ça. Elle est en dessous de moi. Les rires ont redoublé. L'humiliation était totale. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fui. Parce que c'était exactement ce que j'avais besoin de voir. Et puis, une voix perçait le brouhaha. Qu'est-ce que tu fais? C'était Daniel. Il s'est avancé. La colère lisible dans ses yeux. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas l'humilier comme ça devant tout le monde. Alexandre s'est tourné vers lui. Agacé. Ne te mêle pas de ça. Mais Daniel n'a pas bougé. C'est mal? A-t-il dit fermement. Elle t'avait fait confiance. Pendant un instant. Quelque chose a changé sur le visage d'Alexandre. Puis il a ri. Un rire froid et moqueur. Pourquoi ça te touche autant, a-t-il dit. Silence. Puis Alexandre a ajouté, si tu as si pitié d'elle, alors épouse-la. Il a regardé Daniel. Avec un sourire cruel. Elle correspond mieux à ton statut, de toute façon. Plus de rire, plus cruel encore. J'ai vu Daniel baisser la tête. La tension dans la pièce était brutale. N'importe qui d'autre serait parti. Mais Daniel ne l'a pas fait. Après quelques secondes, il a relevé la tête. Sa voix n'était pas forte, mais stable. Très bien, a-t-il dit. Je l'épouserai. Les rires se
sont arrêtés instantanément. Un silence complet a envahi la pièce. Alexandre avait l'air choqué. Tu es sérieux? Daniel ne l'a pas regardé. Il m'a regardé. Pas avec pitié. Pas avec pression. Avec sincérité. Je ne laisserai personne détruire sa dignité, a-t-il dit. Et puis, il s'est agenouillé. Quelque chose en moi a basculé. Non pas parce qu'il s'était agenouillé, mais pour la raison de son geste. Pas de cupidité. Pas d'avantage. Pas de calcul. Juste du respect. J'ai levé la main. Ça suffit. Ma voix n'était pas forte. Mais elle a transpercé le silence. Tout le monde s'est tourné vers moi. J'ai fait un pas en avant. Puis un autre. Jusqu'à me tenir entre eux. J'ai regardé Alexandre en premier. Et puis j'ai souri. Ce sourire l'a mis mal à l'aise. Tu as raison, ai-je dit calmement. J'ai menti. La foule a réagi. Immédiatement, les murmures reprenant de plus belle. Je vous ai dit que je n'avais rien, ai-je continué. Je voulais voir la vérité. Son expression est passée lentement de la confusion à la réalisation. Je voulais voir si tu resterais à mes côtés sans argent. Silence. Aujourd'hui, tu m'as donné la réponse. Son visage est devenu pâle. Je me suis tourné vers la foule. Mon père n'a pas bâti cette richesse, ai-je dit. C'est moi. Des halètements ont parcouru la salle. Il n'y a pas de frère à spolier. Rien ne m'a été retiré. J'ai regardé Alexandre à nouveau. Je ne cherchais pas un homme riche, ai-je dit. Je cherchais un homme, un vrai. J'ai marqué une pause. Et tu viens de montrer à tout le monde qui tu es réellement. Il a tenté de parler, mais aucun mot n'est sorti. Puis je me suis tourné vers Daniel. Il semblait surpris. Incertain. Tu ne m'as pas défendu parce que je suis riche. Ai-je dit doucement. Tu l'as fait parce que c'était juste. J'ai pris une grande inspiration. Et j'ai fait mon choix. Pas par faveur. Pas sous la pression. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mais parce que tu étais l'homme que je cherchais. Cette nuit-là, je me suis marié. Mais pas avec l'homme que j'étais censé épouser. J'ai épousé l'homme qui s'est agenouillé. Quand tout le monde riait. Pas l'homme qui convoitait ma richesse, mais l'homme qui a choisi ma dignité. Et à cet instant, j'ai réalisé ce que je cherchais. Depuis toujours, un homme véritable ne reste pas quand vous avez tout. Il reste quand vous n'avez rien. Parce que son amour n'a jamais été question de ce que vous possédez. C'était toujours question de qui vous êtes. Alexandre est parti. Cette nuit-là sans rien d'autre que son orgueil blessé. Sa famille s'est excusée. Sa réputation était ruinée. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour moi, car j'avais trouvé quelque chose qui valait bien plus que tout l'argent du monde, un cœur loyal. Et c'était la seule richesse dont j'avais jamais eu besoin.